Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition, l'After News sur Global LTV. Paul-Inès Autou, dans cet élément, plante le décor de cette édition. Et après quoi, on se retrouve pour le décryptage et l'analyse de l'actualité africaine et mondiale sur l'After News. A tout de suite. Vendredi 31 janvier 2025, deux thématiques sur la table de l'After News. Dans le fait de la semaine, retour sur la célébration du premier anniversaire de la sortie du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'AES sortie de la CEDEAO 1 an déjà, que retenir? La grande thématique de cette édition porte sur la situation sécuritaire critique en République démocratique du Congo. Dans un contexte marqué par l'envahissement de la ville de Goma par les rebelles du M23, qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette situation? En quoi le Rwanda est-il impliqué et comment faire pour ramener le calme et la sérénité en RDC, surtout dans sa partie Est? Mesdames, Messieurs, voilà autant de questions qui trouveront leur réponse dans ce numéro de l'After News, avec sur le plateau le docteur Joseph Bamok, analyste géopolitique, et notre consultant permanent, le docteur Cole François. Jean-Marc Bicoq et Yves Maélé, respectivement nos correspondants depuis le Niger et la République démocratique du Congo, nous donneront plus de détails sur les différentes thématiques. Chers téléspectateurs, installez-vous confortablement. L'After News, c'est parti. Merci à Paul-Inès Autou pour cet élément. Je le disais à l'entame de cette édition, il plante le décor de l'After News. C'est le dernier numéro de ce mois de janvier 2025. Sur le plateau, le docteur Cole François, notre consultant permanent. Docteur, bonsoir. Bonsoir Pythagore, bonsoir à l'ensemble de nos téléspectateurs qui nous réconfortent chaque fois qu'ils nous envoient des messages d'encouragement, qui sont constamment accrochés lorsqu'il est 21h et lorsqu'il est 7h le lendemain matin pour prendre des nouvelles, n'est-ce pas, de leur émission favorite, l'After News. Voilà, et vous avez fait bien de rappeler cela. L'After News est diffusé dorénavant à partir de 21h le vendredi sur les antennes de Global LTV et rediffusé le lendemain samedi à partir de 7h. Exactement, on va ouvrir cette édition avec le fait de la semaine. Dans le fait de la semaine, mesdames, messieurs, nous nous consacrons à la situation, ou alors nous nous consacrons à l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui a célébré le 28 janvier dernier sa première année de sortie de la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Et bien sûr, on va d'abord aller de ce côté pour retrouver notre correspondant. Il s'agit de Jean-Marc Bicoq. Jean-Marc, avec vous de ce côté-là, vous êtes à Niamey plus précisément. Cela fait 1 an exactement que les pays de l'AES sont sortis de la CEDEAO. Selon vous, est-ce que le Mali, le Burkina Faso et le Niger connaissent des progrès depuis lors? Bonjour Pythagore Lakoudi et bonjour à tous les téléspectateurs de Global LTV. On pourrait parler de progrès, mais je préfère qu'on parle d'être sur la voie, la bonne voie concernant ces 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger, puisque lors de la prise du pouvoir par les militaires, les éléments évoqués étaient l'insécurité. Ces 3 pays étaient en proie à l'insécurité, ce qui a justifié la prise du pouvoir par les armes. Et aujourd'hui, quand on fait un constat, on se rend compte que certes la situation sécuritaire aujourd'hui s'est améliorée. On n'a pas fini avec l'insécurité, mais cette mutualisation des 3 forces armées du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont contribué à amenuiser l'insécurité. Aujourd'hui, quand vous allez au Letako Goma, qui est la frontière commune entre ces 3 pays,
on ne passe plus des jours, des semaines à entendre, à lire des articles tels que trop de morts, trop d'assassinats, des forces de défense et de sécurité tombées au champ de bataille, des choses qu'on disait énormément à l'époque où l'armée française a coopéré avec les pays de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Donc depuis la création de l'Alliance des États du Sahel, le 16 septembre 2023, on peut dire aujourd'hui que c'est un espoir. Voilà. Et puis sur le plan économique, ce n'est pas encore exactement cela parce que le franc CFA reste rédhibitoire à ces objectifs des présidents de l'Alliance des États du Sahel qui devront donc dans les prochains jours accélérer le processus de mise en place de la monnaie de l'AES. Déjà, il y a le passeport de l'AES qui est en circulation, passeport biométrique depuis le 29 janvier dernier. Et les membres de ces 3 pays peuvent continuer d'utiliser les anciens passeports jusqu'à expiration. Au niveau de l'Alliance des États du Sahel, on peut remarquer qu'il y a la création du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie pour le Niger et le Fonds voilà, patriotique pour le Burkina Faso. Alors ces fonds permettent de soutenir l'armée, voilà, où ces pays n'ont plus besoin de tendre la main, d'aller mendier à l'étranger pour avoir de l'argent, pour acheter des armes. Aujourd'hui, ces pays peuvent également s'auto-prendre en charge concernant l'achat des armes, l'achat de tout ce qui est matériel de guerre. Nous avons également dans l'Alliance des États du Sahel, au niveau du Niger particulièrement, il y a eu une réduction du prix de l'essence à la pompe qui est passé de 540 à 490 francs. Vous avez également la tonne de ciment qui est passée de 85 000 à 55 000. Et puis au niveau des services sanitaires dans les hôpitaux au Niger, les frais ont été réduits à hauteur de 50%, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a donc plusieurs avancées comme cela dans plusieurs domaines. Certes, beaucoup reste encore à faire, mais les pays de l'Alliance des États du Sahel sont sur la bonne voie. Voilà, merci Jean-Marc Bicoq. On retient beaucoup d'avancées du côté des pays de l'Alliance des États du Sahel. Docteur Cole-François, on aurait cru que l'AES, après sa sortie justement de la CEDEAO, allait sombrer, mais que non, on voit quand même qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites de ce côté par ces dirigeants qui sont déterminés à poursuivre cette dynamique de développement qu'ils ont enclenchée depuis bientôt 3 ans. Oui, mais remarquons tout de go, hein, le président Ibrahim Traoré l'avait dit, je crois que c'était en fin d'année 2023, qu'ils étaient dans un processus irréversible. Oui. Et nous l'avons dit, ce ne sera pas du tout facile. Vous savez, avoir passé 60 ans sur le joug de la France avec des ramifications, avec des contraintes, avec des relations où vous aviez pratiquement la corde au pied, la corde au cou, la corde au bras, la corde à la hanche, couper toutes ces différentes cordes pour pouvoir se faire soi-même sa propre idée, tracer son propre chemin n'aurait jamais été une chose facile. Mais nous l'avons aussi dit, les choses vont aller crescendo. Un État n'est pas un produit ou un bien consommable, donc qui doit se périmer dans le temps. Un pays, c'est une pensée dans les profondeurs du temps. Ça veut dire que ce qu'on fait aujourd'hui, on ne le fait pas pour la prochaine décennie, on ne le fait pas pour le prochain siècle, on ne le fait pas pour le prochain millénaire, on le fait pour l'existence éternelle. C'est-à-dire que tant que le monde existera, ces États auront donc, au fil du temps, obtenu des acquis qui feront que les générations qui viendront bénéficieront de ce que les générations passées auront apporté comme travaux, comme labeur, comme progrès. Un peu comme dans nos misérables pays de l'Afrique centrale, nous qui sommes encore dans ce précaré français, nous sommes aujourd'hui en train de payer les dettes qui ont été contractées par nos ancêtres, par nos parents. Autant que nos petits-fils demain viendront rembourser les dettes que nous aurons contractées pour justement satisfaire notre ego. Alors je pense que, comme l'a dit Jean-Marc tout à l'heure, les pays de l'AES sont dans une voie qui est très prometteuse et nous pensons que ce n'est que le début. Je vous avais dit ici qu'il arrivera un temps où les Africains de part et d'autre du continent partiront de leurs États respectifs pour aller chercher du travail au Niger, au Mali
et au Burkina Faso. Alors, docteur Cole-François, toujours sur cette même question, qu'est-ce qui peut expliquer justement cette force dont fait preuve les différents présidents du Mali, du Burkina Faso et du Niger pour prendre de telles décisions et pour maintenir le cap sur une bonne durée, on parle quand même d'1 an, sans revenir en arrière, c'est quand même fort et c'est presque une première en Afrique. Alors, vous comprenez que quand vous travaillez avec de l'amour pour votre peuple, quand vous rêvez du bien de votre peuple, quand chaque acte que vous posez, vous vous dites, je fais ceci parce que mon peuple doit être émerveillé, doit sortir du joug colonial, doit pouvoir bénéficier des retombées économiques. Parce que très souvent, nous avons l'habitude de parler de la croissance économique et du développement. Oui. Beaucoup d'États connaissent la croissance économique, mais zéro développement. Aujourd'hui, quand vous écoutez par exemple le président Tiani, moi il est suivi vers la fin de l'année dernière, il a été interviewé pendant des heures. Quand ce monsieur s'exprime, vous comprenez qu'il n'a de leitmotiv que de voir le Niger émergent. Oui. Quand vous écoutez Ibrahim Boubacar Traoré, je m'excuse, il n'a de pensée positive que pour son État. Tout ce qu'il dit, il vous dit, pour le premier temps, nous devons permettre à chaque Burkinabé de pouvoir manger à sa cité. Par conséquent, voilà ce qu'il va faire dans le domaine agro-industriel. Il le fait. Il vous dit, je dois sécuriser les frontières, je dois sécuriser le peuple burkinabé. Pour cela, il dote l'armée des infrastructures, des logistiques de guerre, de protection civile et ainsi de suite. Vous comprenez que le peuple ressent directement sur lui, n'est-ce pas, l'impact de toutes les décisions qui sont menées. Nous sommes souvent fustigés contre les alliances, alors contre les aspects politiques dans les sous-régions qui ne traitent que des relations entre les chefs d'État. Lorsqu'on mène une action politique qui n'intègre pas le bien de la population, il y a justement un problème. Voilà pourquoi nous parlons de l'unité des peuples. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe au Mali, au Niger et au Burkina Faso, vous vous rendez compte que les chefs d'État œuvrent jour et nuit pour que le peuple, comme on le dit souvent, le bas peuple, les gens d'en bas, puissent ressentir l'impact de toutes leurs initiatives. Et tant que ces messieurs le feront, je vous assure, vous avez vu hier, lorsqu'on fêtait l'année de la sortie de la CEDEAO, et je crois que c'est aussi un matin que la CEDEAO a annoncé, bon enfin, ils ont admis finalement que c'était fini avec la CEDEAO. Vous avez vu la liesse populaire, j'ai vu ça, n'est-ce pas, au journal d'hier, vous avez vu comment est-ce que le correspondant, je crois Jean-Marc même, y est passé au journal pour nous faire vivre l'effervescence. Pensez-vous que si ce peuple-ci avait faim, si ce peuple n'avait pas remarqué qu'il y avait une nette différence entre hier avec le colon et aujourd'hui où les dirigeants sont en train de travailler uniquement pour eux, si cette différence n'était pas palpable, je ne vois pas les Burkinabés venir chanter les louanges, venir danser, n'est-ce pas? Mais c'est parce que cela est vérifiable sur le terrain et ils peuvent le palper. Voilà pourquoi ils sont dehors, pour remercier Dieu d'avoir envoyé, n'est-ce pas, ce trio. Voilà, merci docteur Cole-François. On va retourner du côté de Niamey, au Niger, toujours avec notre correspondant Jean-Marc Bicok. Et docteur Cole-François parlait de cette mobilisation tous azimuts des populations de ces pays. On parle bien sûr du Mali, du Burkina Faso et du Niger lors de la célébration du premier anniversaire de cette sortie. Que doit-on comprendre, Jean-Marc, à travers cette mobilisation ? Pythagore Lakoudi, le message est clair, c'est limpide, cette forte mobilisation dans les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel concernant la célébration du premier anniversaire de la sortie de ces pays de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest traduit tout simplement ce caractère irréversible de cette décision. Alors, ces 3 pays ne vont pas faire volte-face. Il ne sera pas question que le Mali, le Burkina Faso et le Niger rentrent au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, quand vous regardez les images de cette célébration, il y avait cette même image qui paraissait dans les 3 pays lors de la célébration. Il y avait notamment un semblant de corps de la CEDEAO qu'on examinait pour dire à l'hôpital que c'est terminé, que c'est mort, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Surtout que depuis le 22 septembre 1972, au Niger par exemple, il y avait
cette convention qui exonérait les entreprises françaises des impôts. Les entreprises françaises ne payaient pas les impôts au Niger depuis le 22 septembre 1972. C'était la même chose au Mali et au Burkina Faso. Les présidents de l'Alliance des États du Sahel ont dénoncé cet accord-là. Aujourd'hui, les États français payent les impôts. Il y a plusieurs autres accords qui ont été dénoncés ainsi. Voilà, une fois encore, Jean-Marc Bicoq, merci. C'était votre dernière prise de parole sur ce sujet. Il parlait justement de cette mobilisation tous azimuts. Pourquoi est-ce que les populations sont dans les rues pour célébrer cette année de la sortie des États de l'AES, de la CEDEAO? On reçoit à présent sur le plateau le docteur Joseph Essoussé, analyste géopolitique. Docteur, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Pythagore. C'est un plaisir toujours de vous avoir sur le plateau. Docteur Cole, vous n'avez pas bonne mine ou bien... Non, j'ai ma mine habituelle. On aime toujours voir souriant, docteur. Ouais, je le suis toujours. Voilà. Merci d'être sur notre plateau, docteur Joseph Essoussé. Dites-nous, est-ce que cette force des dirigeants de l'AES vient principalement de la population qui pousse à prendre des décisions et qui soutient les présidents des pays de l'AES dans la dynamique qu'ils ont enclenchée? Si gouverner, c'est servir le peuple, forcément la force vient de la population. Le problème, c'est que nous avons été habitués à un type de gouvernance ou alors un type de politique tel que on se sert soi-même et on est coupé directement de sa population. Pourtant, fondamentalement, gouverner, n'est-ce pas, c'est servir la population parce que c'est la population qui vous met au perchoir. Alors, naturellement, vous soumettez au désirata de celle-ci. Est-ce qu'on doit comprendre que les populations de l'AES particulièrement avaient soif de libération? Ils avaient soif de voir du changement parce que quand on voit cette mobilisation, on comprend beaucoup de choses. Est-ce que c'est cette soif-là qui les anime? Au fait, ce que je sais, tous les prisonniers ont soif de liberté et tous les esclaves ont soif de liberté. Donc, il faut dire que les États africains sont dans une sorte d'esclavage moderne que nous avons appelé le néocolonialisme. Ça, c'est une réalité. Et naturellement, toutes les populations, n'est-ce pas, du précaré français ont soif parce que le joug français n'a que conduit celle-ci dans la désolation et tout ce qui peut aller du satanisme et autres. Alors aujourd'hui, la liesse populaire en témoigne de ce que ces populations avaient soif de liberté et ils sont libres. Voilà, ils sont libres. Est-ce que c'est le même, parce que vous parlez dans un contexte précis africain, il y a ce néocolonialisme-là qui pèse encore dans beaucoup de pays africains. Est-ce que vous pensez qu'en Afrique centrale, par exemple, ou dans d'autres territoires de l'Afrique, les populations ont soif, mais il manque peut-être des personnes comme les dirigeants de l'AES pour porter haut les revendications des populations pour un changement? Il faut dire qu'aujourd'hui, le mouvement panafricaniste, n'est-ce pas, la renaissance du panafricanisme est en train de faire son chemin en Afrique. Et les populations sont en train d'imposer, n'est-ce pas, à cette classe de gouvernants qui étaient au service du colon, une nouvelle donne. Ça, il faut le dire. Et aujourd'hui, on parle de l'AES qui a certainement été le moteur, n'est-ce pas, à la base, qui a été ceux-là qui ont coupé brusquement le cordon ombilical. Mais quand vous suivez l'actualité, que vous l'analysez, vous conviendrez avec moi qu'au Togo, vous avez déjà les réminiscences, n'est-ce pas, de séparation totale. Vous avez le Bénin déjà, et déjà que vous connaissez le cas, il y a un panafricaniste qui a déjà déposé sa candidature au Bénin. Vous avez le Tchad, vous avez même le Sénégal qu'on ne pensait pas. Aujourd'hui, il y a des mouvements et la Côte d'Ivoire, si vous avez suivi des informations ces dernières semaines, le bas peuple ivoirien est en train de dire à M. Ouattara, est-ce que vous voyez ce qui se passe à côté? Vous avez au Congo actuellement, avec tout ce que vous connaissez, les populations. Donc, aujourd'hui, nous pensons que les populations africaines sont en train de prendre leur destin en main et pousseront ou alors infligeront, n'est-ce pas, à ces gouvernants au service du colon, n'est-ce pas, une bonne raclée, et celle-ci se verra obligée de laisser ou alors de faire, n'est-ce pas, la volonté de la population. Parlons particulièrement du cas de l'Afrique centrale à présent, docteur
Joseph, ça sera pour sortir de cette partie. On a vu un mouvement du côté du Tchad, plus précisément avec le président Mahamat. Est-ce que ça peut être aussi le début de quelque chose ici en Afrique centrale, peut-être rejoindre la dynamique des pays de l'AES? Déjà qu'il faut le dire naturellement que le Tchad est en train de lorgner, toquer la porte de l'AES. Ça, il faut le dire officiellement, ça a été déjà acté. Le président Mahamat a déjà eu un entretien avec le président, le général Tchani. Donc, ne soyez pas surpris. Je vous ai dit une fois ici que 2025 sera une année de grandes décisions en Afrique. Je suis sûr, et ça, je peux vous le dire à partir d'un certain nombre d'informations, que nous avons au moins en 2025, nous avons le Togo, nous avons le Tchad qui vont rejoindre l'Alliance du Sahel. Ça, c'est déjà acté. Et quand vous voyez les derniers événements, cette semaine au Tchad, où M. Sucé Masra fait alliance avec le président Déby, pourquoi? Il vous dit carrément qu'ils se sont rendus compte de ce que de l'autre côté, on les trompe, il faut faire la volonté des populations. Donc, forcément, plusieurs des États vont rejoindre. La Centrafrique, même aujourd'hui, déjà, il faut se dire qu'ils vont rejoindre pour un intérêt commun, les problèmes de sécurité qui sont. Parce que vous savez que la semaine dernière, les Nations Unies ont sorti un rapport vous disant que l'épicentre du terrorisme dans le monde est en Afrique, notamment dans la région des triples points. C'est-à-dire que le Burkina Faso, les États de l'Alliance du Sahel. Donc, et il faut se dire qu'ils ont dit la zone sahélienne, n'est-ce pas, est la zone la plus insécurisée dans le monde. Alors, il y a comme une envie de vouloir relever ces défis parce que ces chefs d'État ou alors ces populations africaines disent que l'insécurité est venue de ce qu'il y a des gens qui vendent les armes et qui créent cette insécurité. Alors maintenant, si vous partez, vous verrez que nous prendrons notre destin en main et nous allons sécuriser l'insécurité que vous avez. Merci, docteur Cole-François. Je veux dire, docteur Joseph Essoussé, pardonnez-moi. On va marquer cette petite transition. On se retrouve après. Ce sera pour la deuxième partie de l'After News. On va, cette fois-ci, du côté de la République démocratique du Congo. À tout de suite. Retour sur le plateau de l'After News. Mesdames et messieurs, c'est la deuxième partie. Comme je le disais tout à l'heure, on va aller du côté de la RDC à présent où la situation sécuritaire est critique avec notamment les attaques des rebelles du M23, notamment dans la ville de Ngoma, c'est dans l'est du pays. On va rappeler au passage qu'au cours de la semaine également, il y a eu des attaques, des multiples attaques ou alors des manifestations dans la capitale congolaise Kinshasa, où les populations criaient sur la communauté internationale qui semble être silencieuse face à ces attaques perpétrées contre le peuple congolais. Directement, on va à Kinshasa à présent, où nous attend notre correspondant Yves Mayele Ati Ayouk. Avec vous, Yves Mayele, est-ce qu'on peut à présent savoir quelle est l'atmosphère qui règne du côté de Kinshasa, alors qu'en semaine, il y avait beaucoup de remous dans la capitale congolaise? Bonjour Pythagore, on peut dire le calme est presque revenu dans la ville-province de Kinshasa. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa avait interdit toutes les marches à la suite des actes de pillage et de vandalisme qui s'est fait dans la capitale. On peut dire, nous avons remarqué qu'il y a des supermarchés qui n'ouvrent pas comme avant et ils ne ferment pas également aux heures habituelles, par peur, mais la peur est toujours à la population. La peur est toujours au ventre de la population. Ils sont en train d'observer. Certaines écoles ont du mal à ouvrir leurs établissements par peur qu'il y aura des étudiants. Mais on peut signaler qu'hier, il y a certains étudiants qui ont tenté de faire de marche depuis les quartiers Rigini, allais-je dire, mais la police les a chassés par l'aide des gaz lacrymogènes. Ce qu'on peut dire, mais on peut dire les calmes presque revenir dans la ville-province de Kinshasa, vraiment un calme total, un calme de peur, on peut dire c'est un calme de peur. Un calme de peur, Yves Mayele, docteur Joseph, avec vous sur le plateau. On parle justement de cette situation sécurité critique du côté de la RDC, les attaques des rebelles du M23 qui ont pris d'assaut la ville de Ngoma.
au début, c'était un peu... ce n'était pas à ce niveau-ci. On ne pensait même pas que ce problème arriverait jusqu'à ce niveau. Qu'est-ce qui, selon vous, a expliqué ce changement rapide de situation? Est-ce que c'est parce que le gouvernement congolais a baissé un peu la garde que le M23 est passé à un autre niveau? Ou alors c'est parce que le M23 a des personnes qui les soutiennent? On parle aujourd'hui du Rwanda et peut-être de certains pays qui seraient impliqués dans ces attaques-là. Il faut déjà dire que ce n'est pas la première fois que la rébellion, n'est-ce pas, les rébellions, parce qu'il n'y a pas qu'une seule rébellion. C'est vrai que celle qui est la plus en vue aujourd'hui, c'est le M23. Le M23 est né hier, n'est-ce pas, le 23 mars, n'est-ce pas, 2012, quelque chose comme ça, ou 2018. Mais je voudrais déjà dire que nous parlons ici de le quatrième pays le plus peuplé d'Afrique, n'est-ce pas? Ils avoisinent pratiquement 100 millions d'habitants. Nous parlons ici d'un territoire de 2 300 000 km². Donc, c'est pratiquement 80 fois la Belgique et 4 fois la France. Donc, vous pouvez comprendre l'importance. Le problème du Congo aujourd'hui est un problème tant ethnique, économique que politique. Pourquoi je parle d'un problème ethnique? La guerre du Congo naît, n'est-ce pas, du génocide rwandais qui a lieu en 1994 et les guerres, s'il faut dire ça, les rébellions au Congo où ces troubles-là commencent à 1996. Parce que à la frontière avec le Rwanda et bien entendu avec aussi l'Ouganda, le Congo suscite tellement de convoitises aujourd'hui au point que tous ces 6 à 7 pays qui lui sont limitrophes veulent lui arracher une partie de la frontière. Mais à la suite de ce génocide, vous savez que le génocide était une guerre ethnique. Et vous avez donc une partie des Tutsis, n'est-ce pas, qui sont entrés au Congo. Et quand les Hutus sont montés au pouvoir, ils ont voulu régler les comptes. Et c'est comme ça que de ce côté du Congo, on a armé les Tutsis pour combattre les Hutus. Et quand il y a eu changement, voilà un peu ce qui se passe sur le plan ethnique aujourd'hui. Ce qui fait qu'à l'intérieur même du Congo, dans la province du Nord Kivu, il faut dire que les guerres sont souvent interethniques. Et ça, j'ai eu un entretien avec le dernier officier camerounais, lieutenant-colonel Nikan, qui a été commandant en second, n'est-ce pas, des troupes de la MONUSCO au Congo, n'est-ce pas, de ce côté-là, qui y a fait 2 ans et m'a dit, en réalité, cette guerre se passe entre Congolais. Mais si aujourd'hui, les Rwandais, n'est-ce pas, le gouvernement rwandais qui le soutient, et vous avez suivi l'entretien hier de ce colonel Nanga, n'est-ce pas, à Ngoma, il a été clair, j'ai mis Tshisekedi au pouvoir et je suis celui qui ira enlever du pouvoir. Vous comprenez qu'il y a des deals, parce que vous avez parlé du calme ou alors la grande muette du gouvernement congolais. Je veux vous dire que cette guerre aujourd'hui prend l'effet qu'il prend, parce qu'à l'intérieur du gouvernement congolais, rassurez-vous Pythagore, il y a beaucoup qui se nourrissent de cette guerre. Parce qu'on vous dit, le M23 par an, ça c'est des chiffres qui sont connus, a, n'est-ce pas, pratiquement 800 millions de dollars du sous-sol. Vous savez ce qui est discuté aujourd'hui? Nous sommes maintenant sur le plan économique, quand nous avons quitté le plan ethnique, nous sommes sur le plan économique. C'est le territoire le plus riche du Congo. Et le Congo est l'un des territoires les plus riches d'Afrique. On parle, c'est toujours ces gens qui nous disent, c'est un scandale géologique. Quand vous parlez d'un scandale géologique, ça veut dire que les richesses du Congo aujourd'hui ne sont plus comptées. Alors, c'est une guerre déjà entre les puissances européennes, parce que vous savez, depuis les conventions de Berlin, la République démocratique, ou alors le Grand Zaïre, était la propriété privée du roi belge. Alors, il y a la Belgique qui est, il y a la France, il y a les États-Unis, il y a le Royaume-Uni qui est. Voilà les États qui l'ont le Congo aujourd'hui, et chacun voudrait la paternité. Et regardez bien ce qui se passe dans la guerre. L'Afrique du Sud s'invite. Vous avez vu le message de l'Afrique du Sud. Dès que l'Afrique du Sud s'invite, Israël répond. Vous voyez, toutes les puissances aujourd'hui ont l'œil sur le Congo. Pourquoi? Vous savez, c'est quand on parle du coltan, pour parler particulièrement qui est la première réserve, c'est cette province du Nord qui est la première réserve dans le monde. Et vous savez que le coltan nourrit, n'est-ce pas, l'industrie aérospatiale, l'industrie technologique et l'industrie d'armement. Donc, vous conviendrez avec moi que le Congo, donc cette partie de Ngoma, suscite les convoitises de tout le monde. Et à l'intérieur, parce que vous avez un président, il a fallu que l'armée somme le président pour qu'il se décide qu'il va attaquer si le Congrès lui donne... Mais en 2012, ne l'oubliez pas,
Kabila étant au pouvoir, avait lancé une offensive, le M23, qui avait toujours pris en otage la ville de Goma. Il a lancé une offensive de 2 semaines où il avait pratiquement rasé le M23. La communauté internationale est sortie cette fois-là. Mais aujourd'hui, vous avez un jeu. Le président Tshisekedi ne sait plus à quel sens se vouer parce qu'il s'y connaît, les deals sont là. Les gars vous disent que soit on renégocie sur la table, le président rwandais vous dit qu'il est prêt à négocier sur la table, mais que les conventions du 23 mars soient appliquées. Et si vous entrez dans les conventions du 23 mars, c'est une désolation. Déjà que la communauté internationale ne l'appelle pas une rébellion. Oui. On vous parle d'un mouvement politique. Oui. On parle d'un mouvement politique qui porte les armes. Alors, docteur Joseph, pour vous relancer sur la question, est-ce que ce mouvement politique que vous décrivez aujourd'hui vise essentiellement le président Félix Antoine Tshisekedi? Le mouvement politique vise le président Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des deals qui ne respectent pas aujourd'hui. Mais laissons, parce que Tshisekedi, c'est son père. Peut-être on fait vite d'oublier. Tshisekedi, c'est son père. Et plusieurs deals ont été faits avec le père. Le fils monté, c'est pour ça même, c'est pour cela qu'on amène Tshisekedi au pouvoir. Parce qu'on pense qu'il est celui, n'est-ce pas, qui la suite logique des deals qui ont été faits. Mais en réalité, ce n'est pas trop la personne de Tshisekedi, n'est-ce pas? C'est la prise en otage du Congo. C'est la prise en otage du Congo. Est-ce que vous pensez que Tshisekedi, donc dans ce jeu, l'a pris au piège et qu'il ne peut plus? Exactement. Vous avez suivi le discours avec moi de Tshisekedi. Et là, nous avons un homme politique et un diplomate qui parlaient. Vous avez un homme qui ne sait pas prononcer depuis. Et un homme qui vous dit il attend le Congrès. Prenez la constitution du Congo. M. Tshisekedi n'a pas besoin d'attendre le Congrès pour se prononcer. Mais il vous dit il attend le Congrès. Il attend quoi du Congrès? Vous êtes attaqué. Vous avez pratiquement une population de 2 millions, une ville de 2 millions de population qui est prise en otage par les rebelles. Je vous rassure qu'aucune disposition, quand il faut déclarer une guerre, toutes les constitutions ont besoin, ça nous sommes en Dieu, ont besoin généralement du Congrès pour se prononcer. Mais quand un territoire est attaqué, il n'a plus besoin du Congrès. Le président de la République, lui, à lui seul, décide, il active une clause qui décide de défendre le territoire parce que c'est une de ses responsabilités. Il est garant de la sécurité nationale. Alors, docteur Joseph, on voit le M23 aujourd'hui quand même, comme on l'a relevé, se déployer avec, avec un armada, si on peut le dire ainsi, d'outils, de technologies en termes d'armement militaire et tout ça. Mais un petit groupe de rebelles, comment est-ce qu'ils ont fait pour entrer en possession de toutes ces armes? C'est la raison pour laquelle on s'interroge sur l'implication du Rwanda dans ce conflit. On s'interroge aussi sur l'implication, vous parlez tout à l'heure de la Belgique, de la France. Est-ce que tous ces États-là ne sont pas ceux-là qui poussent justement le M23 à déstabiliser le Congo peut-être à des fins économiques? Une rébellion proprement dit, il n'y a aucune rébellion qui peut battre sur un terrain, n'est-ce pas, de combat une armée régulière. Mais attention, le M23 n'est plus une rébellion. Le M23, puisque ce n'est pas le M23 qui a déclaré la guerre, c'est le président rwandais. Vous avez une rébellion que la communauté internationale appelle un mouvement politique, mais c'est le Rwanda qui vous déclare la guerre. C'est la chose qu'on ne comprend plus en diplomatie parce que là, on a brisé carrément tous les codes de la diplomatie. Est-ce que ça ne répond pas justement au problème que c'est le Rwanda qui est le M23? Mais je vous ai parlé d'une guerre ethnique, j'ai longtemps expliqué, puisque celui qui est au pouvoir au Rwanda, n'est-ce pas, est en train de régler, c'est un Hutu qui est en train de régler ses comptes Tutsi. Et faites attention, Tshisekedi qui est au pouvoir est Tutsi. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc ça veut dire que c'est un compte que les gars sont en train de se régler sur le plan ethnique. Mais ce n'est plus une rébellion, on n'a plus une rébellion. Les rébellions, s'il faut suivre, n'est-ce pas, les conventions internationales, les rébellions on ne devrait pas les vendre les armes ils appellent ça les armes de de troisième degré, c'est-à-dire que les armes à destruction massive. Mais ceux-là ont même les armes électroniques. Donc on se retrouve dans une sorte de rébellion comme celle du Soudan, c'est-à-dire où il y a des armes électroniques qui les vendent. Et nous savons que le premier marché d'armes du M23, on sait tous que c'est l'Ukraine, on sait tous que c'est la France, on sait tous que c'est les États-Unis. Ça, c'est connu parce que c'est les chiffres que nous détenons des rapports des Nations Unies. Donc, le M23 n'est plus une armée, le M23, c'est l'armée rwandaise. Et ça, M. Kagame l'a dit, que son armée est au Congo. Donc, c'est l'armée rwandaise.
il n'y a plus de choses à se dire. Ça veut dire qu'en réalité, le Rwanda a décidé d'attaquer, le Royaume-Uni a décidé d'attaquer. Maintenant, c'est aux Congolais. Ils sont tombés, les hommes politiques congolais sont tombés dans leur propre jeu et à chacun de tirer les conséquences. Merci, docteur Joseph, pour votre analyse sur la question. Retour du côté de Kinshasa pour reprendre Yves Mayele. Docteur Joseph parle d'une guerre qui a été déclarée par le président rwandais Paul Kagame. Est-ce que du côté de la République démocratique du Congo, Yves Mayele, vous considérez déjà comme étant en guerre? Si oui, êtes-vous en guerre contre le M23, contre le Rwanda ou contre les deux? Ben oui, Pythagore, la République démocratique du Congo considère qu'elle est en guerre contre le Rwanda, parce que la RDC dit qu'elle est en guerre contre le Rwanda, et vu que le M23 est soutenu par le Rwanda, cette déclaration, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est les rapports des Nations Unies, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui l'ont prouvé. La République démocratique du Congo a commencé à le dire depuis longtemps, avant qu'il y ait toutes ces organismes puissent tomber d'accord avec nous après la recherche. Mais la République démocratique du Congo considère qu'elle est en guerre parce que le ministre de la Défense nationale dit si il faut périr, nous allons périr. Donc, toutes les autorités, les officiels que nous avons posé des questions disent lorsque le Rwanda a soutenu les M23 pour nous détruire, le Rwanda n'a pas déclaré qu'elle est en guerre. Mais nous aussi, on n'a pas besoin de déclarer, on est vraiment en guerre. Nous avons suivi les discours du président de la République dans la nuit du mercredi 29 janvier dernier. Le président de la République l'a dit, il a invité les jeunes à s'enregistrer à l'armée pour sauver la vie de la République démocratique du Congo, l'intégrité territoriale, allais-je dire. Il a également demandé à la communauté internationale de donner des sanctions au Rwanda parce que pour le président congolais, c'est le Rwanda qui combat la République démocratique du Congo. On peut dire, on les dit, les autorités congolaises, même s'ils n'ont pas fait un communiqué officiel, mais disent, sans vouloir les dire, que la République démocratique du Congo est en guerre contre le Rwanda et contre le M23 avec ses supplétifs. Voilà, la République démocratique du Congo est en guerre. Ce sont les mots de Yves Mayele, notre correspondant depuis Kinshasa. Docteur Cole-François, vous êtes sur le plateau à présent avec nous. C'est quand même fort hein, de savoir aujourd'hui, alors que Paul Kagame l'a nié à plusieurs reprises, quand le Congo, on se rappelle, dénonçait, mais Paul Kagame à chaque fois ne faisait que se détacher de cela. Mais aujourd'hui, apparemment, il est impliqué dans ces attaques-là contre la République démocratique du Congo. Bon, ben, c'était un secret polichinelle et Kagame aurait bien pu mettre la tête, n'est-ce pas, dans le foin, mais le reste de son corps était bien visible. Non, ça c'est quelque chose de connu. Il n'y avait pas d'études supérieures à mener dans les grandes universités pour déterminer que Paul Kagame, le chef d'État rwandais, qui est le supplétif, n'est-ce pas, des Américains, est en train d'élaborer pour balkaniser le Congo. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif est clair. Il faut isoler le Kivu en général du reste du Congo. Mais moi, ce n'est pas ça mon problème. En réalité, j'ai un point avec le chef d'État congolais parce que quand nous regardons un pays comme le Cameroun a trois forces. Il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a l'armée. Dans ces trois forces, déjà, les Camerounais forment eux-mêmes. Aujourd'hui, tous les militaires camerounais sont formés au Cameroun. Tous les policiers sont formés au Cameroun. Maintenant, ils peuvent, dans le cas de la coopération militaire internationale, aller faire des stages ailleurs. Mais la graine, le sens patriotique, le nationalisme dont on a besoin dans l'armée est d'abord le creuset du Cameroun et des forces armées camerounaises. Ce qui fait que quand vous regardez l'armée camerounaise, par exemple, au niveau de la police, vous voyez qu'il y a une force spéciale au Cameroun. Il y a les ESIR, il y a le GSO, il y a le GMI. Il y a la police générale, le service général de la police. Quand vous regardez dans la gendarmerie, il y a le service général de la gendarmerie, mais il y a le GPIGN, le groupement polyvalent d'intervention de la gendarmerie nationale, qui sont des corps
corps d'élite de la gendarmerie, les essais, c'est le corps d'élite de la police, et au niveau de l'armée, que ce soit l'armée terre, l'armée l'air, ainsi de suite, le corps d'élite de l'armée, c'est le BIR, le bâton d'intervention. Justement, il faudrait donc que la RDC s'approprie son armée et nationalise la formation, nationalise, parce que ce qu'on ne dit pas beaucoup, c'est qu'une bonne frange des M23 vaincus en 2012 a été réintroduite, a été incorporée, autant dans la police que dans l'armée congolaise. Donc, on a un certain nombre, un bon nombre de Rwandais qui font partie de l'armée congolaise. Et à côté de cela, on a l'impression que les chefs d'état-major d'armée au Congo sont plus des journalistes, des conférenciers que des militaires. Vous savez, au Cameroun, on sait que quand vous voulez parler de l'armée, on vous disait la grande miette. C'est des gens qui ne bavardent pas beaucoup. Lorsque le Cameroun a eu seulement vent que les anti-Balakav étaient en train de faire les simagris sur la frontière est du Cameroun, rapidement, on a vu la mobilisation générale qui s'est ébranlée et les frontières camerounaises ont été sécurisées. Je vous disais l'autre jour, il est quand même difficile de comprendre. Quoi qu'on dise, même si on imagine qu'il y a les rebelles qui sortent du Soudan et peut-être même du Tchad qui sont venus renforcer les rangs du M23, il est quand même difficile de comprendre qu'un pays comme le Congo, avec autant de populations qui vont à plus de 60 millions de Congolais aujourd'hui, qui ne sont pas capables de mettre sur pied une armée au minimum d'1 million de personnes. Je ne comprends pas. Et la coopération militaire qu'ils ont donc avec les pays occidentaux, ça leur sert à quoi? Pour que le Congo soit en train de plier les Chines devant le petit Rwanda qu'ils peuvent envoyer en une journée. C'est-à-dire que si le Congo... Peut-être le problème est ailleurs. Docteur Joseph, tout à l'heure, nous parlait d'autres problèmes, des problèmes ethniques et autres. Et Tshisekedi qui est pris dans un piège. Peut-être c'est ça le véritable problème. Oui, mais sauf que quand vous regardez la géopolitique des pays africains, sont les frontières naturelles. La plupart des frontières des pays africains sont des frontières artificielles. Et vous verrez, par exemple, quand vous prenez le cas du Cameroun, que je connais le plus, vous verrez qu'à l'Est, les populations de Kété, de Kenzo, de Graboulaye, qui sont du côté camerounais, ont des familles de l'autre côté de la RCA. Vous remontez du côté, n'est-ce pas, de l'extrême nord. Vous verrez que les peuples du Logo, les Chari, du Mayo Danaï, et même du Mayo Kani, ont des familles de l'autre côté du Tchad. Vous prenez la même chose du côté du Mayo Sava, Mayo Tchanag et autres, jusqu'au niveau de Poli. Vous verrez que, en fait, ce que vous voulez dire, c'est que on ne peut pas sacrifier la souveraineté d'un État sous le fallacieux prétexte que la tribu qui est à gauche étant à droite, on a peur. Non. Un État, c'est la souveraineté. La force de l'État, c'est d'abord sa souveraineté. Quand on a mis une armée en place, c'est d'abord pour protéger les institutions étatiques et de protéger les frontières. Lorsque les frontières sont attaquées et traversées comme c'est le cas actuellement, l'armée congolaise doit réagir. Or, on a vu il y a une semaine ou deux, quand même comment il y avait un semblant de réaction. Mais c'est parti où? Pour qu'aujourd'hui, on soit en train de négocier, de supplier entre-temps. Non. Et puis, il y a cette hypocrisie diplomatique qu'il faut dénoncer. Les Américains doivent comprendre une chose. On ne peut pas continuer de cette façon. S'ils veulent exploiter le Congo, nous sommes d'accord. Mais qu'ils entrent au Congo, qu'ils signent des conventions avec l'État congolais, où ils sont gagnants, l'État congolais est gagnant, le peuple congolais est gagnant, et les mines qui doivent être exploitées seront exploitées. Il est hors de question qu'ils utilisent le Rwanda comme un cheval de Troie, et que le Rwanda se gargarise en disant le M23 est entré avec le soutien de l'armée rwandaise. Mais ça, c'est du mépris qui ne peut pas être admis. Je pense qu'il est temps que le chef d'État congolais, qui qu'il soit, d'où qu'il vienne, qu'il soit Tutsi, qu'il soit un Camerounais, je ne sais pas trop, à partir du moment où il est chef d'État au Congo, vous avez vu Barack Obama. Ça, c'est compliqué. Oui, lorsque Barack Obama a pris les rênes, n'est-ce pas, de la magistration suprême des États-Unis en 2008, on nous a dit qu'il était de nationalité, enfin, qu'il était originaire du Kenya, mais il n'a jamais fait de compromis parce que, même pour nous, lorsque vous prenez la nationalité aujourd'hui américaine, si par hasard les États-Unis entrent en guerre contre votre pays d'origine, vous êtes obligé de combattre contre votre pays d'origine. Pourquoi? Parce que c'est la loi qui le dit ainsi. Donc, il est incompréhensible que ce calme, cette mollesse qu'on observe aujourd'hui au niveau de l'armée congolaise continue. Voilà. Docteur Col François, rapidement,
Alors que l'émission tire déjà sa fin, on retourne du côté du Congo pour prendre notre correspondant Yves Mayele. Ce sera sa dernière prise de parole sur cette thématique. Alors Yves, quelles sont les initiatives prises par le gouvernement congolais à ce jour pour venir, ou alors pour secourir les populations du côté de Ngoma qui souffrent et qui sont dans une peur totale, prise par le gouvernement congolais à ce jour pour venir, ou alors pour secourir les populations du côté de Ngoma qui souffrent et qui sont dans une peur totale? Dites-nous. Bon, la République démocratique du Congo, Pythagore, est en train de continuer avec ces négociations après des coups de téléphone entre le président congolais et le président français. Et de l'autre côté également, il y a ce qu'on a dit, vous allez suivre dans le reportage aussi, que le gouvernement parlait du ministère de la Santé publique a organisé, a lancé la campagne de don de sang que tous les Congolais peuvent sauver des vies de tous les militaires, les Ouazalendo, les civils qui sont touchés par balles, qui ont besoin de sang, 500 litres de 5000 litres de sang qui est en besoin en ce moment. Le gouvernement aussi, le président de la République l'a dit, il a déployé aussi le militaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils ont aussi envoyé la nourriture, de l'argent. Les gouvernements aussi, le président de la République a demandé au gouvernement de réduire les trains de vie. On ne sait pas si les trains de vie de qui, de la population, des officiels. Question de prendre cet argent pour l'envoyer à l'est de la République démocratique du Congo. C'est la préoccupation de la RDC. C'est la grande préoccupation en ce moment. Tout est mis, je peux dire, c'est un état d'urgence. Et tout... les yeux de tous les Congolais, le budget de tout le gouvernement est braqué vers l'Est pour récupérer tout ce que nous avons perdu en ce moment. On peut dire que l'ennemi serait en train d'avancer, aurait récupéré qui est Goma d'après les sources internationales, mais le gouvernement congolais dans son ensemble, à parler de son président Félix Tshisekedi, est en train de se battre pour sauver des vies, ceux qui sont restés. Il y a aussi des camps de réfugiés qui sont mis en place, le don de la communauté internationale aussi, qui aide, parce que ça c'est aider le gouvernement. Lorsque le gouvernement donne peu, vous aussi, et aussi donne une partie, ça fait quand même la chose, mettre la main dans la pâte pour sauver des vies, des vies humaines qui est en cause à cause de ressources naturelles que la République démocratique a. Voilà, merci Yves Mayele qui ici nous présentait les initiatives qui sont prises par le gouvernement congolais pour venir au secours des populations de Ngoma dans la province du Nord Kivu, dans l'Est, bien sûr, de la RDC. Docteur Col François, pour sortir de cette tribune, dites-nous qu'est-ce qu'il faut faire à présent pour sortir la République démocratique du Congo de cette guerre, puisque c'est une guerre. Je voudrais pour vous dire que l'on retire les richesses du sous-sol, mais vous voyez, c'est impossible. Alors, comme les richesses du sous-sol doivent être là, c'est Dieu qui les a mises et ne finiront pas demain, je pense plutôt que, pour moi, la solution est militaire. Si le Rwanda s'amuse de temps en temps à faire ce qu'il fait à l'est du Congo, c'est parce qu'il est conscient des faiblesses de l'armée congolaise. Donc, c'est le moment pour le gouvernement congolais de se rapprocher des États comme le Cameroun, qui ont été confrontés à ce genre de difficultés à l'Est, au Grand Nord et même à la partie ouest du Cameroun, avec les attaques des ambassonnés, entre guillemets, mais qui n'ont jamais réussi à faire perdre au Cameroun un seul millimètre carré de son terrain. Oui. Alors, comment est-ce que le Cameroun a fait pour sauvegarder son intégrité nationale, maintenir la vie paisible à l'intérieur du territoire national? C'est une ressource intellectuelle qui doit servir au Congo. C'est-à-dire que c'est le moment pour qu'ils viennent en consultation et qu'ils prennent la graine au niveau du Cameroun. Et je pense qu'ils peuvent aussi le faire au niveau de l'AES, parce que je me rappelle qu'il y a eu les volontaires, d'abord, Jean-Marc vous parlait tout à l'heure des fonds qui ont été créés au niveau du Burkina et du Mali et même du Niger afin de pouvoir soutenir l'armée. Il faudrait que Tshisekedi, ce qu'il a annoncé dans son discours, qu'il le mette réellement en œuvre. Et que les Congolais, parce que vous voyez tout à l'heure quand le reportage passait, quand Maïlé s'exprimait, j'ai vu les enfants de 2-3 ans. Je me suis rappelé de 97, quand
le Congo avait été mis devant les mêmes situations. Ce sont ces enfants à l'époque qui sont aujourd'hui des mamans. Aujourd'hui, on voit encore les mêmes enfants. Les familles se disent qu'il faut que le Congo réagisse en mettant un terme à ces choses, à des comportements, qu'il exhorte la population à s'inscrire massivement dans les rangs de l'armée et que le peuple accepte d'enlever 1 franc, 2 francs pour soutenir l'armée. Et je suis sûr que d'ici la fin de l'année, ce souvenir ne sera qu'un triste souvenir et jamais plus le Rwanda n'osera. Et si jamais le Rwanda venait à oser, que l'armée congolaise fasse un peu un toit à Kigali. Et je crois qu'après ce tour-là, le Rwanda se calmerait et comprendra que le fusil a vraiment changé d'arme. Merci, Dr Cole François. Ces propos, justement, viennent mettre un terme à cette édition l'After News. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci, Pythagore. Voilà, merci également au Dr Joseph Essoussé qui était là également avec nous dans l'After News. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi. La rediffusion de cette émission est prévue pour demain samedi à partir de 7 h sur les antennes de Global LTV. Passez un excellent week-end et à la semaine prochaine. Bye bye.